Bienvenue dans cette session live de la série Infectiologie en partenariat avec la SPILF et la revue Infectious Disease Now, qui est disponible sur la plateforme Pintuki. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour suivre ce direct et interagir avec nos intervenants. Le sujet de cette fois, c'est la CCHF, ou ce qui est connu sous le nom de la fièvre hémorragique du Crimée-Congo. Et il s'articulera donc en deux parties avec nos deux experts du sujet, Dr Simon Bessis et professeur Mathieu Revest. Pour cette première partie, du coup, on va se poser sur les bases autour de la CCHF, donc la description et l'état de l'art, et elle sera assurée par Dr Bessis, qui est médecin infectiologue de formation, actuellement doctorant en troisième année de thèse dans l'unité des infections virales émergentes à l'Institut Pasteur de Lyon. Votre sujet de thèse porte sur le développement d'une plateforme vaccinale qui cible le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et la description physiopathologique des formes sévères à partir d'un modèle de souris narco. Vous êtes également membre d'un groupe de travail sur les émergences au sein de l'ASPIL. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse donc la main après cette courte introduction pour partager votre écran. Merci beaucoup pour l'introduction et donc merci de me permettre de présenter un peu cet état des lieux sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est issu donc d'une part de mon travail au sein du laboratoire et d'une part aussi de missions sur le terrain en Turquie dans l'année 2024. Donc rapidement un peu de virologie fondamentale, mais très rapidement. Donc la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, donc c'est un virus, donc c'est un orthonérovirus de la famille des nérovidae. Ce qu'il faut juste retenir, en fait, c'est que c'est un virus à ARN simple brin négatif très segmenté. Et en fait, cette caractéristique de ce virus trisegmenté avec des ARN négatifs simple brin, c'est qu'il a une très grande variabilité génomique. Et donc, tous les virus de cet ordre-là, en fait, ont une forte variabilité, et ce qui aura un impact assez important, et notamment un impact sur les glycoprotéines de surface qui ont une grande variabilité et donc qui auront un impact sur la thérapeutique et les cibles disponibles. Là aussi, rapidement, sur le cycle du virus, je ne vais pas vous donner des détails, mais rapidement, c'est que en gros, on a les hétérodimères que forment la GN et la GC, qui sont les GPC, les glycoprotéines de surface, en fait, qui vont permettre l'attachement et la fusion du virus et son transfert, en fait, dans le cytosol, et après, donc, finalement, le début de la réplication virale. Et ce qui est à noter, donc, c'est que ces GNGC donc, sont absolument primordiales pour la fusion, donc ce sera aussi une cible clé pour après pour les thérapeutiques possibles. Et ce qu'on peut également noter, ce qu'on peut visualiser, c'est qu'il y a un GP38. Alors ce GP38 qui était jusqu'à présent assez ignoré, en fait semblerait être une toxine virale. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le GP38 qui est sécrété au moment de la libération des virus par la cellule. En fait, cette GP38 est également libérée dans le milieu extérieur et jouerait ce rôle de toxine qui aura un impact assez insignificatif sur la perméabilité vasculaire notamment. Et un peu ce qu'on pourrait voir pour la donne, c'est que vraiment une fuite capillaire importante. Donc, c'est des travaux récents qui ont été faits par Meyer et collègues récemment. Donc, c'est des choses assez intéressantes. Comme je vous le disais, donc variabilité génétique importante. Donc, il y a cette clade majeure en fait du virus euh, qu'on retrouve en fait un peu partout sur la planète, là dans les zones où le CCHF est retrouvé, avec une relative stabilité malgré tout au sein des zones géographiques, pour lesquelles on n'a pas vraiment d'explication là-dessus d'ailleurs. Donc, on a ces clades qui sont portées, enfin, cette différence des clades qui est essentiellement portée par la divergence des glucoprotéines de surface, qui est majeure, alors qu'on a la NP, par exemple, sur le segment S, qui est très conservé. Et nous, par exemple, ce qui nous intéresse, nous, c'est que le clade 3, en fait, qu'on retrouve en Espagne, et d'ailleurs qui est celui qu'on retrouve en France, et provient en fait de la même lignée virale qui vient donc, qui a été apportée par les tiques vers les oiseaux migrateurs le long des lignes de migration. Donc justement, en termes d'épidémiologie, l'historique de la découverte. Le virus a été découvert en fait en 1944 par le docteur Chumakov. L'histoire est intéressante parce qu'en fait, finalement, c'est le prototype qui explique, qui explique aussi en partie l'émergence dans certains territoires de CCHF. Donc, c'est une fuite de population avec un abandon des terres.
avec une augmentation de la population des vecteurs et de réservoirs suite à l'avancée des Allemands à l'invasion de la Crimée. Retour de l'armée rouge qui chasse les Allemands et recolonisation de la Crimée par les populations soviétiques. Et donc on se retrouve avec ces vecteurs qui ont pullulé et des réservoirs qui ont permis l'augmentation du réservoir viral, et donc avec une nouvelle population vierge qui du coup a été massivement exposée. C'est comme ça qu'on a vu une épidémie importante donc, de fièvre hémorragique à ce moment-là. Par ailleurs, en 56, le virus, mais cette fois on appelle ça le virus Congo, a été retrouvé par une chercheuse de l'Institut d'Anvers, donc dans l'ancien Congo belge. Finalement, donc c'est le docteur Ghislaine Courtois, et finalement, en 69, il a fallu les travaux donc Jordi Casal-Ariès pour se rendre compte, alors c'est des travaux qui ont pris plusieurs années, hein, presque la décennie des années 60, pour se rendre compte que les deux pathologies, donc le virus Congo et le virus Crimée, étaient en fait le même virus, comptait la même pathologie, donc la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Enfin, juste rapidement un rappel global, c'est que c'est une maladie endémo-épidémique en Afrique et en Asie centrale et plus particulièrement au Proche et au Moyen-Orient. Elle s'est étendue sur le continent européen par vagues successives. Alors, la vague la plus récente, c'est la vague espagnole, mais la vague encore antérieure, c'était dans les Balkans, c'est dans les années 70. Avec une autre vague, alors c'est pas tout à fait l'Europe, mais c'est en Turquie, c'était l'apparition de la maladie au début des années 2000. Donc on est sur maintenant une transmission autochtone de la fièvre hémorragique du Crimée-Congo en Espagne depuis 2013-2016. Et voilà, pour mémoire, il n'y a aucun cas français autochtone, juste un cas importé qui était pris en charge à Rennes. Peut-être que Mathieu pourra en reparler après s'il y a des questions autour de ça. Donc, le cycle biologique de la fièvre hémorragique du Congo se base essentiellement en fait sur deux choses. C'est la tique du genre Yaloma, qui est la vectrice, et des réservoirs. Donc, en fait, la tique vectrice, elle se contamine par repas sanguin. Et une fois qu'elle est contaminée, elle peut le transmettre par transmission verticale, donc à sa descendance via les œufs. Elle transmet également par voie transstadiale, c'est-à-dire que à chaque changement de stase, la tique garde le portage viral. Et donc après, elle se contamine sur un animal infecté et elle peut contaminer un autre animal qui n'était pas infecté. Et après, ça correspond à la transmission virémique. Il y a une transmission non virémique qui est assez particulier, c'est le co-feeding, c'est-à-dire que souvent, vous voyez sur les bêtes, elles sont infestées de tiques. On voit ça pas mal en Turquie, donc une grande quantité de tiques sur une bête. Et en fait, elles forment un espèce de point de bouquet. Et elles s'échangent la salive en fait au sein de ce bouquet, là où elles se nourrissent, et s'échangent une salive contaminée. Et elles se contaminent entre elles comme ça, sans forcément être au contact avec le sang. Et donc, vous avez la larve qui va en fait se nourrir sur des petits mammifères qui ont une capacité extrêmement importante d'amplification virale, qui par ailleurs après vont passer en nymphes, qui vont pareil continuer à se nourrir sur des plus gros mammifères, mais on reste sur des petits mammifères. Finalement, c'est la tique adulte qui va se contaminer le bétail, donc au bovin, ovin, caprin, et qui peut aussi contaminer les hommes, avec du coup après donc, une contamination transstadiale et transovarienne. Contamination interhumaine, on en reparlera, qui est possible, notamment dans les cas liés aux soins, surtout quand il y a une exposition liée au sang. Alors, la Turquie est un hotspot vraiment très intense de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Il y a d'autres lieux comme l'Iran, le Pakistan et l'Irak, à la différence que la Turquie a une structure de soins et des moyens pour le diagnostiquer et le chercher. Donc, on a probablement que c'est là où on a la vision la plus exacte, puisque dans les pays voisins, on a peut-être moins de moyens pour la démasquer. Sur la période 2002-2018, on est presque 12 000 cas, avec une létalité de l'ordre de 5%. La létalité, globalement, du CHF, elle varie, hein. Souvent, ce que vous voyez dans la littérature ou ce qu'on entend, c'est 30, 10, 30, 40%. C'est vrai au début et dans certains pays. Et en fait, on se rend compte, et l'exemple turc nous le donne, cet exemple-là, c'est que
Probablement que la létalité de cette pathologie est bien inférieure et que c'est vraiment lié à des circonstances, des conjonctures liées notamment au système de soins. On est sur un grand nombre de cas annuellement, hein, en Turquie, à plus de 1000 cas, et qui sont toujours distribués le long de la chaîne pontique et sur le versant continental. Vous avez en fait cette chaîne pontique, une chaîne de montagne qui fait tout le nord tout le nord de la Turquie, qui longe la mer Noire. Et les précipitations issues de l'évaporation de l'eau de la mer Noire en fait s'arrêtent sur cette montagne, ce qui vous avez le versant maritime qui est extrêmement fertile, extrêmement humide, avec des grandes forêts, etc. Et le versant continental qui est très sec, avec des steppes, des grandes prairies sèches, qui est un lieu donc très favorable à la tiki aloma. Et par ailleurs, c'est un endroit historiquement, depuis des millénaires, un haut lieu d'élevage. Et justement, ce qui se passe actuellement en Turquie, c'est qu'on est dans une phase de transition. Ça, c'était Laurence Vial qui l'explique très bien, c'est qu'on est dans une phase de transition entre cet élevage qui tend à diminuer, cette présence humaine qui tend à diminuer dans ces plateaux vers un exode en ville, et, euh, et malgré tout une exposition encore très importante. Et donc, on est dans cette phase un peu transitoire qui maximise les chances de contamination pour l'instant en Turquie. Il y a une saisonnalité qui est très marquée. C'est-à-dire que vraiment, la transmission se fait en été, en printemps et fin de l'été. Et vraiment, le risque est vraiment corrélé à la température. Plus il fait chaud, alors parce que les gens aussi sont plus dehors, mais il y a un changement d'activité et de comportement d'éthique. Et donc, on retrouve cette activité, elle est de avril en gros à septembre. Et avec également une corrélation avec les précipitations. Donc, il faut que ce soit un temps sec. Donc là aussi, l'été favorise ça, mais pas trop sec non plus. Voilà, donc on est en Turquie, on est sur une climatologie qui est assez propice. Et qui finalement, le sud de la France aussi, avec le réchauffement climatique, rend de plus en plus propice l'installation de la pathologie. Et donc, en Europe, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, en Europe, il y a l'OMA, en fait, bon, elle était en France enfin, en Corse depuis les années 65, mais du fait du réchauffement climatique et déposée via les oiseaux migrateurs, en fait, elle a pu s'installer, elle monte on a pu retrouver des tiques et l'OMA jusqu'en sud de la Suède. Alors, ils n'ont pas colonisé le sud de la Suède, on les a retrouvés, mais la colonisation et l'établissement pérenne des Yaloma, là maintenant, elle est actée sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, notamment le sud de la France. Avec Yaloma marginatum, qui est la principale espèce vectrice, mais on a l'Ustanicum, qu'on trouve principalement comme vecteur en Espagne, et Scupense, qu'on peut retrouver notamment en Corse. Donc il y a une diffusion qui est très rapide à travers l'Europe continentale, donc, qui est clairement liée en fait, au réchauffement climatique. Via les oiseaux migrateurs, je vous l'ai dit, parce qu'on vraiment on voit le flux migratoire et qui correspond presque à l'extension de Yaloma, avec ces tiques qui sont quand même très particulières qui augmentent le risque d'exposition parce que ce sont des tiques qui chassent. Elles ont des paires de capteurs, en fait, un peu comme des yeux, qui vont leur permettre de trouver leur proie et de les poursuivre, contrairement aux tiques européennes qui se mettent sur des brins d'herbe comme Rhipicephalus, qui se mettent sur un brin d'herbe et qui attendent que le marcheur passe. Donc, justement, c'est ce que je vous montrais. Alors, c'est un vieux papier de médecine science, mais montre clairement que les couloirs de migration sont là où la tique se déploie le plus. Et donc, en Europe, on a deux grands lieux en fait de CCHF. On a l'Espagne et les Balkans. Les Balkans, c'est plus historique, notamment la Bulgarie avec les premières épidémies années 60 années 70. Là, depuis 2013, on a à peu près une quarantaine de cas en Bulgarie. Et en Espagne, donc depuis 2016, on est à 17 cas, avec le premier cas l'été dernier au Portugal, dans les régions assez limitrophes des cas qu'on retrouve en Espagne. Il n'y a pas vraiment de surprise. C'était certes le premier, mais il n'y avait pas vraiment de surprise autour de cette découverte-là. En tout cas, on est sur une installation qui semble être pérenne, là aussi, sur la partie occidentale européenne. Voilà. Euh, En France, plus particulièrement, en France, eh ben, on a une installation de tiques, vous voyez sur la carte, une installation d'éthiques qui sont jusqu'en Ardèche et qui globalement sont sur tout le long du pourtour méditerranéen, avec une séroprévalence, et ça c'est très important, une séroprévalence dans le cheptel, donc les ruminants,
qui est de l'ordre de 10% en Corse en 2020. Et on retrouve également, alors ça, c'est le travail le travail qu'on vous présenterai après, qui retrouve également des séroprévalences significatives dans les cheptels donc de tout le pourtour méditerranéen et particulièrement des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Donc tout ceci va dans le sens d'une circulation active du virus, et ce d'autant plus que sur deux travaux d'équipes indépendantes, on voit clairement que les virus, enfin les tiques Loma sont porteuses du virus, donc c'est des tiques, des PCR qui étaient positifs dans les tiques. Euh, et donc on a des tiques qui sont positifs de l'ordre de 20% à peu près, sur le notamment sur le travail de Bernard et collègues d'Eurosurveillance, qui a été validé après par le CNR. Où on est clairement sur une circulation du virus, et donc on est sur une installation du virus sur l'arc méditerranéen. Néanmoins, il n'y a pas de panique à avoir dans le sens que on peut considérer que que le risque reste fait pour la population générale, avec un focus nécessaire sur les populations à risque, donc qui sont les éleveurs, les agriculteurs, les forestiers, les vétérinaires et les écarisseurs. Voilà, donc il est clair que les cas autochtones vont survenir en France. Quand, je ne sais pas, mais ils surviendront, c'est sûr et certain, mais dans ces populations-là à risque, ou peut-être chez un marcheur, un randonneur dans cette région-là. Et donc, soit la physiopathologie et la clinique. Malheureusement, la physiopathe de ces CHF, eh ben, elle n'est pas super bien connue. On a alors, des idées, mais le problème est que l'être humain, en fait, c'est la principale, si ce n'est la seule espèce à développer naturellement des formes sévères qui vont conduire au décès. Alors, le décès, là aussi, il n'est pas systématique, hein, puisqu'on a 80, voire 90%, selon les données, de formes asympto ou polysympto. Donc, tu peux aller de aucun signe à une grosse grippe, on va dire. On retrouve à peu près 20%, entre 20 et 10% de formes sévères et entre 5 et 40% de décès. Donc, 5%, 4,6, 4,8 en Turquie, et 40%, c'est ce qu'on retrouve en Iran, en Afghanistan. La physiopathologie, donc je vous dis, elle a de nombreuses zones d'ombre parce que d'une part, il n'y a aucune bonne description d'anatomopathologie, il n'y a pas de travail de bonne qualité récent sur cette pathologie, tout simplement parce qu'il n'est pas possible de faire des prélèvements facilement, parce que ça n'a pas de gène de classe 4, donc il doit se travailler dans un labo de type T4 avec une législation qui est particulière. Donc, on a une difficulté d'accès au prélèvement et aussi donc, les tissus ou les travaux qui ont pu être faits par le passé, ben, forcément, ils ont 20, 30, 40 ans et manquent de sensibilité maintenant. Ce qu'on peut voir, notamment sur ce graphe issu de la revue de Onder Ergonul, c'est qu'il y a typiquement trois phases. Une phase pré-hémorragique qui va durer de 1 à 7 jours, une phase hémorragique qui est très courte, hein, qui est 2, 3, 4 jours, et une convalescence à partir du 10e jour. On le verra sur l'autre tableau, mais on a une virémie qui baisse assez rapidement et qui pose aussi question en termes après de prise en charge thérapeutique et de physiopathologie. Donc, ce que je disais, la pathogénèse, elle n'est pas très bien comprise. Il y a probablement une action directe du virus, mais là aussi, ce n'est pas si clair que ça, et très probablement, même si on en est sûr, une réponse inflammatoire inadaptée. Tout ceci parce qu'il y a une corrélation de la sévérité avec la charge virale et des sécrétions inappropriées de cytokines pro-inflammatoires clairement démontrées dans les cas sévères, notamment par les travaux d'Ergonou, les papas. Le contrôle de la maladie nécessite l'immunité humorale et cellulaire. Alors que par exemple, dans les arénavirus, il y a une nécessité plus d'un contrôle par l'immunité humorale. Voilà. Donc, on peut noter qu'il n'y a pas de corrélation de la survie avec la présence d'anticorps neutralisants. Ça, c'est assez important. Vraiment, il n'y a aucune corrélation là-dessus, notamment pour les essais vaccinaux. Enfin, ça ne sert à rien de s'arc-bouter sur cette donnée-là. Il y a, pas de, il y a une corrélation de la survie avec la position d'hygiène précoce, mais le biais est peut-être de confusion, c'est qu'il y a une clairance de la virémie qui corrèle avec la réponse IgM. Donc, est-ce que c'est plutôt ça? Il n'y a pas de corrèle de protection qui est connu également. Et il y a clairement, alors c'est surtout sur des données animales, euh, quand on fait des transferts en fait, de CD3+, dans les modèles murins, on obtient une réponse contre le challenge létal. Et on a, alors notamment dans le cadre de la vaccination, de ce que je en reparlerai après,
une unité cellulaire de tirage contre ANP, donc c'est là qui est très important, donc, qui est codé par le segment S, qui donne une réponse très intéressante et notamment un taux de survie qui est très largement corrélé à la survie, notamment dans les CC vaccinaux. Et après, la GPC, là, alors justement, la GPC qui pourrait être une cible théoriquement très intéressante, mais qui est assez décevante, notamment dans la vaccination, quand on cible la grippe de surface, du fait, je pense, d'une grande variabilité génomique. Donc, une pathogénèse, je vous ai dit, mal comprise, avec deux théories. Une théorie 1 qui implique que la CCHF détruit les cellules endothéliales et produit un effet toxique, avec du coup après la cascade inflammatoire, ou le CCHF, en fait, agit indirectement via des cellules immunitaires de type dendritique et macrophage. On a plutôt tendance à pencher vers cette deuxième théorie actuellement, et donc une libération de médiateurs solubles avec une tempête cytokinique et l'hémophagocytose, qui après induit toute la cascade, la défiance multiviscérale, etc. Et alors rapidement aussi, pour pas trop se perdre dans les formes particulières, en fait, on peut voir que, il peut y avoir des implications directes, notamment sur le myocarde. Alors il y a des myocardites décrites, etc. Mais on peut voir également que vraiment il y a sinon une toxicité sur les cellules myocardiques, avec notamment, on voit chez les cas sévères qui présenteraient par rapport au cas non sévère une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est plus faible, une pression artérielle pulmonaire systolique plus élevée et des épanchements péricardiques plus fréquents. Alors, même constat pour les cas issus avec une issue fatale, quand on compare aux survivants en soins intensifs. Et indépendamment de toute forme de gravité et également des traitements, notamment de la ribavirine, on retrouve assez fréquemment, jusqu'à 30% des cas, une bradycardie sinusale qui peut être transitoire et qui survient au cours de l'évolution, et qu'on retrouve chez les enfants ou chez les adultes. Donc, pour reprendre un peu l'évolution classique de la pathogénèse, en fait, on a donc une virémie en incubation de 3 à 7 jours, une virémie, je dis, qui peut être intense, mais qui est assez transitoire, puisque à la fin de la période de la pré-hémorragique, on a une diminution déjà assez importante de la virémie. Or, néanmoins, on peut la détecter jusqu'à J10, mais j'en reparlerai. Donc, on a au début cette première phase avec des signes post-symptomatiques, enfin, et totalement aspécifiques surtout, et des plaquettes qui commencent à diminuer, les blancs qui commencent à diminuer, et les azatalates, et surtout les azates qui augmentent. Et finalement, en fait, dans la phase hémorragique, on a une augmentation très importante des azates, un effondrement des plaquettes, et finalement, en fait, c'est quand on a la singularité, c'est-à-dire vraiment quand elle, au moment où elle remonte, et hop, on passe en phase de convalescence. Avec une première sécrétion donc, des IgM qui sont à peu près autour de J7 et qui sont d'étale jusqu'à 3, 4, voire 6 mois selon certaines publications. Voilà, donc c'est en gros l'évolution classique en fait, de CCHF avec les principaux paramètres biologiques. En termes de caractéristiques clinico-biologiques, ce qu'on retrouve, c'est la nausée, vomissement, donc 80% des cas, une fièvre, évidemment, des myalgies. Alors, les hémorragies, on les retrouvera dans 30 à 50% des cas. Ce qu'il faut savoir, c'est un petit aparté, c'est que la fièvre de Crimée-Congo est probablement des fièvres hémorragiques, celle qui saigne le plus. Parce que souvent, on imagine que les fièvres hémorragiques saignent toutes. C'est vrai, si on ne les appelle pas saignes hémorragiques, mais pas tant que ce qu'on pourrait imaginer. Les pions de Marbourg, c'est que les patients très sévères qui saignent. Par exemple, là, ça, pareil, on a moins de manifestations hémorragiques que pour Crimée-Congo, avec notamment une manifestation rénale, notamment insuffisance rénale majeure. On a des diarrhées aussi assez fréquentes, une hépatosplénomégalie. Et très important, et je vous remontrerai des images, c'est l'association conjonctivite et érythème cutané. Et alors, sur la partie plutôt biologique, on a une thrombocytopénie, leucopénie très très marquée, et qui est d'évolution assez rapide, qui justement est le point d'achoppement, je pense, pour la prise en charge efficace des malades. C'est cette capacité à suivre la cinétique, parce qu'on peut avoir en quelques heures une diminution assez brusque. Et avec également le TCA, qui, notamment par les collègues qui connaissent bien en Turquie ou ailleurs, qui suivent dans le TCA les plaquettes et les blancs. Donc, ce que je vous disais, hein, c'est vraiment ce tableau-là dans la phase pré-hémorragique, ce tableau aspécifique avec cette conjonctivite et un œdème de la face et un érythème cutané un peu diffus, beaucoup du niveau du visage, et notamment au niveau du dos. Et un peu ce qu'on a pu voir aussi de ce qui a été mis en évidence avec le Covid, et ce qu'on peut voir de manière plus caricaturale avec la dengue parfois, vraiment ce tableau-là.
Si bien que les collègues turcs, eux, dans saison épidémique, en zone d'endémie, quand ils ont ce tableau-là, pour eux, c'est Crimée-Congo et traitent avant même d'avoir reçu la confirmation. Donc, on n'y est pas en France, évidemment, mais voilà, c'est un peu la prise en charge, notamment pour eux, c'est pathognomonique. La manifestation clinique hémorragique, ben, c'est tout orifice qui saigne, globalement, avec des manifestations qui sont plus fréquentes que d'autres, c'est les pétéchies, les ecchymoses, la gingivorragie, les épistaxis. Aussi des ménométrorragies importantes chez les femmes en période de règles. Et enfin, la phase de convalescence qui commence vers 10-20 jours après le début de la maladie, avec un tableau de polynévrie, des troubles cognitifs à type de troubles amnésiques, une alopécie. On ne sait pas très bien si c'est vraiment lié à l'infection virale ou si c'est lié en fait à une complication du sepsis sévère, sepsis grave, ou si c'est ou de la prise en charge en réanimation. C'est là aussi la littérature n'est pas de bonne qualité sur cette partie-là. On a une évolution qui est monophasique systématique. Ça, on est, contrairement à d'autres fièvres hémorragiques, on est vraiment sur quand le patient s'améliore, il s'améliore pour de bon. Et on n'a pas de réinfection formellement documentée de manière fiable. Les facteurs pronostiques, on a différents types. Là aussi, c'est beaucoup basé sur l'expérience clinique des gens qui connaissent bien la pathologie, qui ont vu beaucoup de malades. Ce qu'on peut retenir, c'est que les enfants prépubères ne font pas vraiment de forme sévère, c'est pas bien documenté. Et les gens trop âgés également ne font pas de forme sévère. Donc, en gros, on est à risque de l'adolescence jusqu'à 70 ans, avec notamment un terrain à risque qui sont femmes avec un terrain d'auto-immunité, le diabète, obésité, HTA. Si néanmoins on observe des formes sévères chez les plus de 65 ans, on a un risque d'issue fatale qui est plus importante. Bon, ça, on s'en doute un peu, c'est assez logique. Et aussi, ce qui est corrélé à une évolution défavorable, c'est la consultation tardive après le début de la maladie. On a les paramètres cliniques d'alerte qui sont plus ou moins précoces. Qu'on retrouve, c'est la confusion, somnolence et bradycardie dont je vous ai parlé, tout à l'heure. Les paramètres biologiques, c'est surtout la cinétique. Et ça, c'est cette capacité à pouvoir la suivre finement et de manière rapprochée. C'est donc élévation baisse des leucocytes, azatalate. Et alors la CRP est assez peu utile. Hein, même si on est des patients inflammatoires, finalement, la CRP est modérément augmentée. Et surtout la thrombopénie TCA. Donc, chez les femmes enceintes, il y a un warning, c'est assez rare, mais il y a un warning particulier, c'est-à-dire que c'est rare, mais c'est grave, donc une mortalité maternelle et fétale importante, avec donc mortalité maternelle sur fait d'hémorragie importante, également des mortalités fétales sur fait d'hémorragie postnatale, en fait. Et on a un gros risque aussi de nosocomial sur un accouchement, parce que exposition importante au flux, notamment au sang, donc un risque très important à ce niveau-là, avec également une malformation et de mort fétale in utero. Et il semblerait qu'il y ait une corrélation entre la survenue d'entérocolite ulcéronécrosante et l'infection intra-utérine de CCHF. Donc, comme je vous disais, alors ça, c'est des données qui sont issues d'un travail une revue systématique issue du Kazakhstan, de la Turquie et de la Russie. Donc, avec des données assez disparates, mais bon, qui donnent une petite idée. Et le diagnostic différentiel, bon, voilà, là-dessus, c'est assez basique. C'est Covid-19, virus influenza pour les formes malignes, le sepsis, toute forme de sepsis, en fait, la brucellose, l'infection hanta, l'étospirose, les infections à Rickettsia, évidemment, et les pathologies hématologiques malignes. Voilà, ce sont les principaux diagnostics différentiels qu'on évoque dans ce cadre-là. Pour ce qui est du diagnostic, donc, le diagnostic repose essentiellement sur la RT-PCR, qui est positive jusqu'à J9, J10. Euh, qu'on peut combiner avec l'ANALYSA pour recherche d'IgM et d'IgG, positif dès J5, J6, J7, voilà, et qu'on retrouve jusqu'à 4 mois, 6 mois. On peut utiliser l'isolement du virus sur culture. Là, ça se fait qu'en P4 strictement, parce qu'on est sur. Et de toute façon, ce n'est pas vraiment utilisable dans le temps de la clinique, parce que un isolement sur culture cellulaire, ça met 7 à 10 jours. Hein, donc, voilà, c'est plus à titre de recherche ou de caractérisation secondairement. Mais, voilà. Donc, de toute façon, c'est RT-PCR essentiellement, jusqu'à J10, qu'on peut compléter par la sérologie si on arrive un peu à la fin.
Donc là, très rapidement, parce que cette partie-là sera bien évoquée par Mathieu, beaucoup mieux que moi. Donc, rapidement, le circuit du prélèvement et de la gestion de la suspicion. Les patients suspects, où qu'ils soient, en fait, si vous avez une suspicion, vous devez contacter votre infectiologue REB référent de l'ESR national et régional. Et une fois que vous l'avez contacté, vous classez le cas. Et s'il y a une suspicion, donc le patient doit être transféré, en fait, je fais dans les grandes lignes, doit être transféré en ESR ou à ce moment-là, le diagnostic sera recherché. Il n'y a pas de prélèvement à visée diagnostique en dehors des ESR dès qu'on évoque la pathologie, que la suspicion est posée, il faut éviter au maximum de faire passer le prélèvement biologique dans le circuit de routine. Alors, on voit que dans certains pays, ce n'est pas un problème, notamment en Turquie, ils le font passer, mais là encore une fois, on n'est pas dans la même situation épidémique, enfin, épidémiologique, donc c'est pour ça qu'ils le font différemment. Donc, le diagnostic de confirmation, il est réalisé uniquement au CNR, le prélèvement dans les ESR, la prise en charge dans les ESR, notamment ESR national, si on a un cas confirmé. Et donc le diagnostic centralisé à Lyon, comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est de la prévention, alors la prévention finalement, c'est comme toutes les autres pathologies, il faut s'axer sur déjà l'habillement. Chez le soignant, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est un habillement simple déjà fait une grande part du travail, c'est-à-dire une paire de gants, là sur blouse, des lunettes ou le masque facial et le masque chirurgical. Si vous êtes travailleur dans les champs, bah, c'est le port de vêtements longs, mais c'est les mêmes recommandations que pour les tiques ou les marcheurs. C'est enfin, pour se protéger des tiques, des ports de vêtements longs, répulsifs, chapeau. Et dans les abattoirs, c'est un peu comme les soignants, c'est port de blouse de protection, des bottes, etc. Les autres parties qui sont importantes, c'est la contrôle de la population de tiques, donc par des actions de prévention et de sensibilisation des éleveurs et de destruction des gîtes de tiques. La vaccination, alors là-dessus, il n'y a pas grand-chose. L'éducation, très importante, et alors la quarantaine des élevages. Pour ce qui est du risque lié aux soins, en fait, alors c'est un graphe qui reprend la, la revue systématique de la littérature et la méta-analyse de Honder, Ergonul, et donc qui reprend les cas nosocomiaux de 1976 à 2017. Et ce qu'on voit, bon, c'est que la Turquie était le principal hein, avec le Pakistan également. On a eu une forte contamination au début, en fait, du fait de la méconnaissance de la pathologie. Mais récemment, on n'a plus de contamination de soignants en Turquie. On peut encore en voir au Pakistan, en Afghanistan, mais également en Irak. Assez peu de décès, donc 3 décès sur la période en Turquie, 6 décès au Pakistan. Alors, en Allemagne également, parce que ce sont des malades c'est pas des cas autochtones, hein, ce sont des cas qui sont importés de Turquie du fait de la proximité historique entre les deux pays. Voilà, donc on a finalement assez peu de décès sur les cas nosocomiaux retrouvés et encore une fois, plus de cas nosocomiaux, notamment en Turquie. Ce risque d'exposition, en fait, est très, très, très corrélé au fluide et particulièrement au sang. Donc, patient symptomatique avec contact avec le sang. Alors, c'est piqûres d'aiguille, c'est des procédures d'intubation parce que c'est décrit, hein, notamment des papyrus qui décrivent en fait que bon, des procédures d'intubation, le patient qui est grave, donc il va avoir souvent il va être hémorragique, il va aérosoliser du sang. Si on n'a pas de protection, là, on peut se contaminer. Donc, c'est le patient excrétant, procédure invasive et exposition au sang. Le risque est très, très, très faible si on est exposé aux urines, sels, LCR et autres sécrétions tant qu'il n'y a pas de sang. Toujours pareil, le sang, c'est vraiment. le- enfin, l'absence de sang vous protège d'une grande part de risque de transmission. Et en fait, le risque lié au sang aussi, il est en partie géré, notamment en Turquie. Il n'y a plus de débat, enfin, il n'y a absolument aucun débat là-dessus. C'est le traitement antiviral post-exposition. Donc, c'est suite au travail notamment de Honder que je vous présente sur le côté qui s'était adopté et c'est validé par l'OMS. Même s'il y a assez peu de travaux, finalement, ce travail a permis d'asseoir la recommandation. Et donc, l'OMS recommande formellement l'usage de la ribavirine en post-exposition, donc dans les 48 heures post-exposition,
chez un patient qui sont fortement excrétants et contact avec le sang, prend la ribavirin 500 mg x 4 par jour pendant 10 jours. D'où l'importance justement d'avoir des stocks prépositionnés dans les ESR, puisque ce traitement n'est plus fabriqué en France, donc il faut s'approvisionner en Angleterre notamment. Il y a des commandes dont les liens sont assez faciles à trouver quand même en ligne. Euh, pour ce qui est de la vaccination, en fait, ben, il y a énormément de choses et peu en même temps. C'est-à-dire qu'on est sur, même la slide n'est pas forcément à jour, on est sur plus de 40 candidats vaccins évalués, mais très peu ont passé le filtre du préclinique. Certains sont en phase 1. Néanmoins, on ne voit pas les résultats pour l'instant, notamment le CETURC, il a été terminé, mais aucun résultat publié. Il y a des travaux britanniques qui sont en cours. Voilà. Il existe un vaccin en Bulgarie qui n'est autorisé qu'en Bulgarie. C'est la petite vignette que vous avez en haut, qui est très mal documenté en termes d'efficacité, d'immunogénicité et d'innocuité. Et de toute façon, la manière d'être produite n'est pas du tout GPC, c'est-à-dire on n'est pas du tout sur des bonnes pratiques de manufacture. De toute façon, la Bulgarie ne pourrait pas produire suffisamment de vaccins dans les conditions pour diffuser à tout le monde. Donc voilà, on ne peut pas compter là-dessus sur ce vaccin-là. Donc il y a plusieurs travaux. Et notamment, ce qui ralentit ici les travaux vaccinaux, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de bon modèle, en fait. Le seul bon modèle, c'est l'homme. Ce qui fait que la progression et l'extrapolation n'est pas toujours évidente. Nous, par exemple, on utilise deux modèles. On utilise le modèle IFNARCAO, qui est voilà, le modèle du challenge létal, et le modèle primate, qui est encore un moins bon modèle, donc qui reproduit pas du tout l'ensemble du spectre de la pathologie. Donc, peut-être le plus important, en fait, en dehors du fait de bien voir que c'est l'exposition au sang qui va corréler, qui va driver votre risque, c'est les mesures d'hygiène. Alors, les mesures d'hygiène, là, ce que je vous présente, ce sont des mesures d'hygiène qu'on retrouve dans plusieurs pays, notamment en Turquie. Ce ne sont pas celles qu'on retrouve en France. Voilà. Donc, là, je pense que là-dessus, ce sera Mathieu qui vous présentera un peu le standard of care de ce qui est prévu en France dans la prise en charge. Ce qui est vu dans plusieurs pays, notamment en Turquie, c'est que la précaution contact est utilisée avec pas de taquem, pas de taille-avec, on simple la surblouse. Vous voyez la photo de François qui était parti en mission avec nous. La paire de gants, la surblouse, les masques, il manque les lunettes. Mais voilà, donc globalement, on est sur quelque chose de très très simple. Et un exemple, ici, c'est une infirmière qui va faire un prélèvement de malade dans une unité de soins conventionnels de maladies infectieuses. Donc, simple lunettes, face shield, surblouse et gants. Et par contre, le patient sévère en réanimation, son intensif, dans ce cadre-là, le personnel médical et paramédical devra porter des combinaisons plus conséquentes hein, pour éviter justement la contamination, notamment s'il y a nécessité de faire des soins invasifs comme pose de voie centrale et une intubation. Là, c'est un exemple, hein. Alors, encore une fois, ce n'est pas l'exemple à suivre. Je ne veux pas faire suer Mathieu, mais c'est pour vous montrer que c'était nous pendant la visite en Turquie pour un patient CCHF. Et ben voilà, on est à 15 dedans et on a juste la surblouse, la paire de gants. Voilà, c'était le risque. Il y a une acculturation au risque, en tout cas, et avec une vision différente. Alors, la prise en charge thérapeutique, là, ça va être assez rapide. Si vous voulez, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose puisque là aussi, on revient sur le même problème du manque de modèles des données qui ne sont pas toujours très fiables. On n'a aucun traitement spécifique qui est réellement validé et robuste à l'heure actuelle, avec des discussions qui sont très vives, très intenses sur les antiviraux, la place des antiviraux et surtout lequel utiliser. Ribavirin, favipiravir, très intense puisque même dans certains pays, c'est presque politique. Il y a souvent quand vous êtes plutôt ribavirin, vous êtes plutôt d'un bord politique, etc. Donc c'est compliqué. La place des immunomodulateurs est logique, mais elle a encore à faire en termes de données. Et comme je vous le disais, il n'y a pas de vaccin disponible. Il ne faut pas oublier, c'est que la Congo il reste une FHV, et donc c'est-à-dire que la prise en charge symptomatique est la pierre angulaire à la prise en charge.
une bonne prise en charge symptomatique, des soins de support bien faits, et on peut faire passer le malade. Enfin, des fois, souvent dans les pathologies virales sévères, on s'arc-boute sur des traitements spécifiques, mais il ne faut pas oublier cette partie-là qui est absolument capitale. Aux antiviraux directs, en fait, donc, je vous disais, il y a la ribavirine, qui est le seul antiviral qui a un recul d'utilisation, parce qu'il est utilisé assez largement dans plein de FHV, principalement l'ASA et CCHF, mais les indications sont très controversées, je vous l'ai dit, avec des études cliniques qui sont discordantes, et on n'a pas d'effet sur la mortalité clairement démontré. On a néanmoins un effet sur la clairance virale, ça c'est clairement montré, et sur une cytoprotection hépatique, notamment de la ribavirine. Mais c'est tout. Donc cytoprotection hépatique, clairance virale, c'est montré, mortalité, pas du tout. Néanmoins, l'OMS recommande l'utilisation de la ribavirine, soit en curatif, en post-exposition. Alors, le post-exposition ne fait pas du tout débat pour le coup, comme je vous l'ai dit. Ce sont les posologies que je vous ai affichées là. Mais bon, je vous reparlerai de comment c'est fait en Turquie. Et là, pour le coup, eux n'utilisent pas du tout ces posologies-là. Euh, L'autre traitement, donc, c'est le favipiravir, qui sont des données assez encourageantes en fait sur les modèles précliniques. Mais encore une fois, l'extrapolation de ces modèles précliniques est assez mauvaise. Il n'y a pas, à ma connaissance, pas de données de phase 1 qui sont publiées de bonne qualité, ce qui fait qu'on ne peut pas le recommander. Il n'est pas disponible facilement, on peut l'obtenir à titre compassionnel et il ne fait l'objet d'aucune recommandation. Les thérapies monomodulatrices, alors ça c'est extrêmement important. Donc, bon, en gros, il y a les anticorps monoclonaux et le plasma de convalescent. Là aussi, il y a des essais précliniques, c'est encourageant, mais on n'a pas donné chez l'homme. C'est fait notamment en Bulgarie. Ils récupèrent des sérums convalescents pour après tout ce qu'on a fait un peu pour le Covid, avec des données qui ne sont pas très bien documentées non plus, comme pour la vaccination. Donc là-dessus, c'est difficile de baser sur une recommandation du fait qu'en plus, très souvent, ça semble cibler la GPC. Et encore une fois, du fait de la grande variabilité des clades, on risque d'être un échappement. Donc, voilà, attention. Corticoïdes, c'est peut-être la thérapeutique la plus intéressante. D'une part, parce que c'est des traitements qui sont accessibles, pas chers, généricables, et ont des signaux qui sont intéressants, encourageants. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité, mais on a une vraie diminution du nombre de transfusions et de la normalisation de la thrombopénie. Néanmoins, les effectifs sur les essais en question est de faible taille, donc on ne peut pas totalement conclure là-dessus. Et enfin, alors il y a les anti-TNF, mais aussi les anti-L6 ou les anti-IL1. Alors, les anti-IL1, je vous en ai parlé parce que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif quand on y pense, mais on a trouvé là aussi sur des modèles murins on avait une amélioration de la survie dans le cas d'un challenge étal avec administration d'anti-TNF-alpha. Là aussi, on peut mécaniquement le comprendre sur le plan de la mécanistique. Néanmoins, voilà, on n'a pas encore de choses très fiables pour passer à l'homme pour l'instant. Et donc, un exemple de ce qui est fait en Turquie, c'est que bon, les malades sont pris en charge. Alors, je vous prends le showroom parce que c'est là où on a le plus de temps et la prise en charge était la plus carrée, en fait, la plus organisée, la plus efficace, hein. C'est eux qui ont le taux de mortalité le plus faible en Turquie avec 4,6%, parce qu'ils ont une prise en charge qui est standardisée, qui est précoce et avec un suivi important. Donc, notamment, ils utilisent un score qui permet de détecter la vraisemblance clinique. Alors, ce n'est pas un excellent score, mais en gros, il est surtout intéressant parce que s'il est négatif, ça leur permet tout de suite d'écarter ces CHF, qui couple ça avec un score de sévérité, là aussi, qui manque un peu de performance, hein, puisqu'il n'est pas clair que le SOFA score fait moins bien non plus. C'est pas si clair que ça. Alors, eux, ils couplent ça avec ces deux scores-là, ils les répètent à 24-48 heures d'affilée pour avoir un peu une évaluation. En fonction de ces données-là, ils vont se baser sur la durée des symptômes depuis l'arrivée, donc le score de gravité et la biologie, notamment les blancs, les plaquettes, et en fait, surtout la cinétique des plaquettes et des blancs. Et en fonction de ça, ils vont décider en fait ce qu'ils mettent en place comme traitement. Si on est dans la phase pré-hémorragique, dans les 5 premiers jours, ils ont tendance à mettre de la ribavirine. Au-delà, ils mettront des corticoïdes pour les formes modérées à sévères. Et c'est ce que je vous dis là, c'est que l'ensemble de leurs patients, donc 30% de l'ensemble de leur cohorte depuis 2002, ils ont administré la ribavirine, donc 2 grammes par jour en une seule prise, uniquement dans les 4 à 5 premiers jours, sur une durée moyenne de 5 jours. Donc, ils avaient tendance à le donner chez les patients modérés ou s'il y avait une suspicion clinique forte.
en attendant d'avoir la PCR. Si on a un patient, je vous ai dit, qui a la triade érythème, conjonctivite euh, et fièvre, qui en plus revient de la campagne, qui est éleveur en été, bon, bah là, ils prélèvent et ils traitent. Et ils attendront le résultat de la PCR après. Ensuite, il y a la dexaméthasone. Donc, c'est que 33% des patients, mais là, également, c'est les modérés à sévères. Et on y met des posologies assez élevées, hein, comme vous pouvez noter, hein, c'est 10 mg kg par mètre carré jour. Donc, sur 3 à 4 jours, on est sur des posologies extrêmement importantes de dexaméthasone. Euh, Notamment, donc, surtout sur les patients qui sont très inflammatoires, au-delà de J5 notamment, et au début de la phase hémorragique. Anakinra, anti-L1, alors de manière, ça c'est beaucoup plus anecdotique, c'est uniquement une douzaine de cas, dans des formes sévères notamment, avec une absence de réponse aux corticoïdes, notamment chez plusieurs patients qui avaient des SDRA, avec une récupération de ces patients. Alors, le design de l'étude, pas de l'étude, le design, enfin, on ne peut pas du tout déterminer que c'est l'anakinra qui allait permis de les sauver. Néanmoins, c'est un signal faible, mais intéressant pour d'autres thérapeutiques. Et encore une fois, le traitement de support capital, donc transfusion de plaquettes, de plasma, c'est le plus important, de cryoprécipiter, donc le facteur anti-hémophilique, de ne pas trop hydrater les malades, ça c'est important, et finalement la transfusion de culots de sang, eh ben, pas si importante que ça, même plutôt anecdotique dans la pratique. Donc au total, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une circulation active du virus dans l'ensemble de l'arc méditerranéen et que ça suit le même schéma en fait qui a été suivi par le passé et qui est suivi également en Espagne ou au Portugal ou en Bulgarie. Donc on est sur à peu près le même type de scénario. Donc on a cette circulation active en France. Donc on aura des cas, néanmoins toujours faibles pour la population générale, ça va être très faible pour la population générale, mais avec un focus sur les populations à risque, éleveurs, agriculteurs, forestiers. On a une pathologie qui est potentiellement sévère avec un risque important pour la désorganisation des soins, d'où l'intérêt après de la filière REB que vous décrira Mathieu, et une prise en charge qui est centrée autour des ESR et du CNR. Une transmission qui est intérimaine qui est clairement documentée et qui existe essentiellement en milieu de soins et qui est très corrélée à l'exposition au sang. On a peu de risques de transmission en dehors de ça. Chez les patients qui sont asymptomatiques ou post-symptomatiques, il n'y a pas de transmission. Et on est sur les patients excrétants, symptomatiques, avec du sang. Il n'y a pas de prise en charge standardisée et validée. Donc, il y a toujours ce débat intense sur la phase des antiviraux et des traitements immunomodulateurs. Et on a des mesures de prévention qui sont simples et efficaces, qui sont disponibles, justement, comme je vous disais, la simple port de pays, notamment pour les travailleurs dans les abattoirs, permet déjà d'éviter pas mal de contaminations. Et on n'a pas de vaccin disponible pour le moment sur le marché, mais c'est en cours. Et voilà, et donc c'est juste quelques liens rapides. Vous pouvez retrouver notamment plusieurs éléments pour vous orienter sur le site de la Coreb, le site d'infectiologie.com, de groupe de travail des émergences, où on fait une veille bibliographique et une veille épidémiologique. Et on a des fiches de prise en charge. Santé publique France, évidemment, aussi, sur les bons gestes, etc. Et le lien pour le HCSP, justement, pour télécharger la recommandation. Voilà. Et bah, je vous remercie. Donc, merci beaucoup à vous, Dr Bessis, pour cette présentation très complète. Je vous remercie aussi, professeur Revest, et on se donne rendez-vous du coup jeudi prochain pour la deuxième partie de cette présentation concernant les recommandations du HSCSP, pardon, concernant cette fièvre hémorragique du Crimée-Congo. Donc, à jeudi, et puis encore merci pour tout. Eh bien, merci beaucoup.